Bienvenue dans la série Les Experts Hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Bénédicte Malecki, @fais-moi croquer sur Instagram. Dans sa première vie professionnelle, elle s'est occupée de la gestion des carrières. Elle a fait ensuite une reconversion en tant que blogueuse pâtisserie, puis photographe culinaire. Elle est aussi naturopathe formée en nutrition saine, coaching, psychologie positive et est experte en hypersensibilité. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la série Les Experts Hyper où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bénédicte Malecki. Alors, vous le savez, j'ai à cœur d'interviewer des experts autour des thèmes de l'hypersensibilité, du haut potentiel, de la multipotentialité. Et aujourd'hui, on va parler hypersensibilité. Moi, vous le savez, je suis hypnothérapeute et coach pour ces profils atypiques et j'ai mes outils d'hypnose et de PNL surtout, mais j'ai à cœur aussi d'interviewer des praticiens, des personnes qui ont des techniques complémentaires à la mienne et notamment des techniques qui permettent de redescendre dans le corps car on sait que beaucoup d'hypersensibles et au potentiel sont en permanente surmentalisation. Donc Bénédicte va nous parler de comment harmoniser aussi son hypersensibilité grâce à la naturopathie. Donc, c'est vraiment spécifique. Et je vais commencer par te demander, Bénédicte, de nous présenter ton parcours, qui tu es, comment tu en es venue à la naturopathie et comment tu as découvert ton hypersensibilité. Bonjour Sandrine, merci Bonjour. de m'avoir invitée. Donc moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a maintenant 5-6 ans. En fait, j'ai toujours su que j'avais quelque chose de différent. Je ne vais pas dire un truc qui cloche, mais quelque chose de différent. Ça, je l'ai su depuis l'enfance, mais sans savoir ce que c'était, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas du tout d'hypersensibilité. Et sur ma route, tu sais, il y a eu ce film sur les émotifs anonymes, il y a eu un spectacle d'une humoriste qui s'appelle Axel Lafont, qui il y a quelques années a fait un spectacle qui s'appelle Super Sensible. Tout ça, je me reconnaissais, mais sans vraiment mettre un terme derrière. Et c'est une amie coach, en fait. On était en vacances ensemble et c'est elle qui gentiment m'a mis des petits indices sur ma route en parlant des hypersensibles pour me faire comprendre progressivement. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup documentée. Moi, dans ma première vie professionnelle, parce qu'en fait, une fois que j'ai su que j'étais hypersensible, je me suis rendu compte que c'est mon hypersensibilité qui avait guidé absolument tous mes choix dans ma vie. C'est elle qui est en fait le fil conducteur et j'ai compris plein de choses rétroactivement sur ma vie à la lumière de mon hypersensibilité. Donc, dans ma première vie professionnelle, j'ai travaillé en entreprise à la gestion des carrières, ce qu'on appelle l'employabilité, c'est trouver la bonne personne pour le bon poste, lui donner les bons moyens pour qu'elle se développe avec l'entreprise, donc avec la gestion de carrière et de la formation. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai parallèlement à ce métier, créé en fin 2010, début 2011, un blog de pâtisserie. Magnifique d'ailleurs. Merci. J'étais donc, pareil, un terme dont on entend parler que depuis peu, mais j'étais donc multipotentielle et j'ai absolument besoin d'avoir plusieurs tâches, plusieurs domaines, dont un domaine surtout qui va nourrir ma créativité. Donc, quand en entreprise, j'avais des postes avec différentes tâches, avec différentes problématiques, long terme, court terme, si je pouvais intervenir sur la com interne, sur la marque employeur, c'était super. Et puis, je me suis retrouvée aussi dans des emplois, dans des plus grands groupes où j'étais plus monotâche. Et là, pour moi, je m'étiolais complètement parce que ça ne nourrissait pas des aspects de mon hypersensibilité, de mon multipotentialité qui avaient absolument besoin d'être nourris. Et je le trouvais dans le blog, à la fois en créant des recettes, en rédigeant, en découvrant et en apprenant, en me formant petit à petit au stylisme et à la photo culinaire. Et puis, ce blog a pris de l'ampleur. On a commencé à venir me chercher. Des marques sont venues me chercher. Une première marque qui créait son site internet et qui avait besoin de recettes avec ses produits. C'était des fruits secs, des amandes, etc. Pour montrer comment utiliser leurs produits. Donc, j'ai créé un statut, j'ai fait les recettes, j'ai fait les photos. Et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur et je me suis rendu compte que ça nourrissait davantage mon hypersensibilité et mon aspect multipotentiel que ce qu'on me confiait comme mission en entreprise. Il y avait aussi cet alignement de valeurs
que je ne retrouvais pas forcément dans toutes les missions et dans toutes les entreprises. Donc, du coup, j'ai décidé de basculer. À partir de 2014, mon blog, qui était au départ sur de la pâtisserie, il a évolué sur de la cuisine saine. Moi, j'avais découvert une cure de détox du foie d'un médecin australien qui s'appelle Dr Sandra Cabot. Mhm. Et donc, du coup, j'ai changé complètement toute mon alimentation. En 2016, j'ai suivi une première formation en nutrition qui lie l'alimentation à l'impact de notre alimentation sur la planète, puisque là aussi, ça rejoint certaines de mes valeurs. Mais ce n'était pas encore à titre professionnel. Et donc, quand j'ai décidé de passer à 100% sur cette activité, je voulais augmenter mon niveau de connaissance et puis également avoir un label. Et en fait, la naturopathie, c'est quelque chose qui était parfaitement dans la continuité et vraiment pour moi la formation la plus sensée, naturelle, évidente. La naturopathie, c'est donc la troisième médecine traditionnelle ancestrale, après la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda. C'est reconnu par l'OMS comme une médecine traditionnelle. Tu as même des pays où c'est remboursé par les mutuelles. Mhm. Donc, ça considère qu'en fait, que l'être humain fait partie à cette force vitale, comme tu sais, le chi, le ki, et donc qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de la nature, qu'on a absolument tout en nous pour être en bonne santé, mais que les troubles et les maladies sont en fait des signaux pour nous expliquer, nous signaler qu'on a un déséquilibre. Et donc, le naturopathe est un éducateur de santé qui va permettre d'être en bonne santé en amont. Et quand il y a un trouble, non pas de soigner le symptôme, je dis souvent, c'est de l'antibobologie, c'est qu'on va chercher la cause, voir la cause de La la, source. Mhm. la source, mais vraiment en remontant. Et puis, tu as beaucoup de matières qui sont ultra intéressantes. Et ce que j'aimais aussi beaucoup et qui était pour moi évident dans la naturopathie, c'est que tu as la partie alimentation qui était pour moi ma porte d'entrée avec mon activité en nutrition saine, mais tu as aussi toutes les plantes, tu as le rapport au corps, au stress, et tout ça est individualisé. Et dans la naturopathie, on te dit que ça ne fait qu'un, que Mhm. l'esprit, le corps, le mental, le cœur, tout ça doit être aligné et tout ça doit être équilibré. C'est pas juste je change d'alimentation, c'est aussi comment je bouge, c'est aussi qu'est-ce que je bois et c'est aussi quelles sont mes pensées. Et ça, pour moi, c'était une conviction intime et profonde. Pendant mes années en RH, j'étais formée au coaching, à la psychologie positive, au management motivationnel, à la PNL. Donc pour moi, le fait que la nature, le corps et l'esprit doivent être équilibrés ensemble, c'était une évidence. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la naturopathie. Et c'est en fait pendant mes études de naturopathie avec toutes on a une quinzaine de matières qu'on étudie, eh bien, à chaque fois, tu as différents traitements ou symptômes qui sont présentés. Et donc, moi, je me reconnaissais. Et puis, forcément, tu es ton premier cobaye. Donc, je me disais, ben, j'ai tel trouble. OK, donc, quelle peut être l'origine? Tac, tac, tac. Une autre matière, j'ai tel trouble, quelle peut être l'origine? Et en fait, je me suis rendu compte que les origines de mes troubles, elles s'étaient concentrées et elles se rejoignaient sur l'hypersensibilité et j'ai découvert en fait les mécanismes qui en découlaient. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire, puisque moi j'ai appliqué sur moi déjà dans un premier temps les solutions naturelles que je pouvais étudier. J'en ai fait donc du coup le mémoire de fin d'études de ma formation. Et puis Ah, après, très bien, parce que je me disais, est-ce que tu as trouvé des gens qui avaient été aussi loin que toi sur ce sujet, rapport entre naturopathie et hypersensibilité? alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres naturopathes qui traitent de l'hypersensibilité, mais en tout cas, j'ai pas accès à leur méthode. Elles donnent Mhm, pas mhm. leur méthode sur leur site, sur leur blog ou sur Instagram. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y avait un accompagnement individuel qui traitait, à ce que j'ai compris, de se réconcilier avec son hypersensibilité, mais j'en ai vu aucune qui présente le programme que j'ai construit, qui lie vraiment les différents aspects avec la nutrition, avec les plantes, avec la partie émotionnelle, avec les cures détox et avec la Ouais, c'est partie... très holistique en fait ce que tu Oui, proposes. Mhm. oui. Tu sais, je fais le lien entre mon parcours de vie précédent C'est euh, ça? et mon parcours en naturopathie.
Et je Donc, trouve que ton révéler les parcours est parfait pour inspirer justement les femmes qui nous regardent. L'idée, tu as vu aussi sur Instagram, j'interviewe pas mal de personnes pour donner aussi une inspiration. Il n'y a rien de tel que d'écouter ce genre de parcours quand on est multipotentiel et de se dire, voilà, comment réconcilier la vie d'avant. C'est pas un saut dans le vide quand certaines personnes me disent. Au contraire, c'est une continuité. Comment aussi faire un parcours de test and learn. Tu as fait tellement de choses avant d'arriver à tout réconcilier. Et au bout d'un moment, tu es arrivé à dire, attends, mais tout ça, ça s'imbrique, c'est parfaitement clair. Et aussi, c'est l'idée d'être patient. Au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça va s'imbriquer si vous vous écoutez et vous essayez d'incarner qui vous êtes vraiment. Et je trouve que voilà ce que tu as développé en termes de ludicité, de compréhension avec des formations en ligne, etc., relié en plus à des jolis visuels, je trouve ça génial. Et c'est sûrement pour ça que tu as autant d'abonnés. N'hésitez pas à aller voir @fais-moi croquer sur Instagram si vous voulez aller voir ce que fait Bénédicte, c'est magnifique. Alors du coup, on va peut-être commencer par le sujet de l'influence de l'hypersensibilité sur la femme, puisqu'il y a beaucoup de femmes sur ma chaîne de manière générale. Quels sont les plus gros problèmes que tu as rencontrés justement au niveau physique pour ces femmes? des troubles digestifs. Ok. Ça, en fait, tu as un professeur, Gabriel Perlemutter, qui est Mhm. gastro-entérologue et qui fait des études, si je ne dis pas de bêtises, avec l'INRA. Et donc, lui, en consultation, il reçoit tellement d'hypersensibles qui ont des troubles digestifs. Donc, c'est diarrhée, constipation, alternance des deux, ballonnement, reflux gastrique, acidité dans l'estomac, que pour lui, c'est devenu pour lui un critère de l'hypersensibilité. Pour lui, tous les hypersensibles ont ces troubles digestifs. Donc, j'ai trouvé ces troubles digestifs, des troubles nerveux, du trouble du sommeil, la plupart du temps, des addictions sucrées. Après, tu as, en fonction de l'âge de la personne, de son mode de vie, de son mode d'alimentation, tu peux avoir des troubles cutanés, des démangeaisons, des eczémas, des dermatites, des troubles également du cycle menstruel. Mhm. Donc, tu as, vraiment énormément de troubles variés, mais heureusement, tous les Alors, ce qui est génial dans tout ce que tu tout. viens de dire, c'est que je m'y retrouve dans tout. Ah, j'étais justement en train de Et, dire, heureusement, on n'est pas obligé de tout avoir. non, non, absolument tout. Mais comme on disait aussi tout à l'heure, avant de commencer l'interview, en fait, tout ça accumulé aujourd'hui, je m'étais jamais rendu compte. Et c'est grâce aussi en lisant ton Instagram et en me posant la question, j'avais jamais pensé que tout ça pouvait être relié à mon centre des émotions, qui est aussi ici mon ventre, hein. Donc il y a mon cerveau qui bouillonne beaucoup, mais ça, et j'avais jamais pensé que le microbiote, etc., pouvait avoir une influence. Et depuis quelques années, comme tu dis, j'ai aussi changé mon régime alimentaire. Je fais un régime paléo qui me convient beaucoup mieux. Ça a changé ma peau, ça a évité justement les addictions sucrées, etc. Et depuis que je m'intéresse à ça, beaucoup plus particulièrement, je sens que j'arrive mieux à réguler mes émotions. Donc, je trouve ça extraordinaire que tu fasses tous ces ponts. Oui, c'est complètement lié. En Mhm. fait, en effet, tu l'as dit, le microbiote, hein, le microbiote, en fait, c'est la somme des virus, des bactéries, des micro-organismes. On en a plusieurs centaines de milliards. On a plus, en fait, de bactéries dans le corps que de cellules. Et donc, en fait, c'est cet équilibre dans le microbiote qui, en fait, assimile, transforme et assimile les nutriments. C'est cet équilibre, en fait, qui va nous permettre à la fois d'avoir un bon système immunitaire, une bonne vitalité, mais aussi un bon équilibre nerveux par Mhm. rapport à la jonction en fait de la paroi intestinale en fonction de ce qu'on mange, eh bien, elle va être plus ou moins perméable. Et si cette paroi est trop perméable, on va parler de dysbiose et d'hyperperméabilité intestinale. Et à ce moment-là, va se retrouver véhiculé dans le sang et qui va se promener partout dans notre corps, des micro-organismes qui auraient dû rester et des bactéries qui auraient dû rester au niveau des intestins. Et elles peuvent du coup atteindre la barrière hémato-encéphalique et entraîner des anxiétés,
des dépressions, la déprime, un manque de confiance en soi. Des Donc, problèmes de sommeil, des etc. Ouais. problèmes de Mhm. sommeil, et puis après c'est en cascade, puisque le stress va aussi alimenter, si on n'a pas une bonne alimentation comme toi, si on est très stressé, on peut être en déséquilibre acido-basique, donc accentué par le stress. Donc après c'est une machine qui s'auto-alimente, mais vers le bas, vers du stress, vers du sucre, vers un mauvais microbiote, vers un mauvais sommeil. Et c'est une spirale dans laquelle on entre. Et on va chercher à traiter les troubles individuellement sans savoir qu'en fait tout ça c'est lié et que quand tu commences par un point, eh bien, tu déroules et tu vas tous les régler les uns après les autres. Donc, c'est hyper positif comme message. Oui, il y a des solutions, c'est ça qui est bien. Il y a des solutions. Encore faut-il en prendre conscience. Donc, vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à tout le monde de tous ces troubles et on va peut-être en dérouler certains. Alors, on a parlé aussi de la prise de conscience aussi de ces cycles. Moi, il y a une partie aussi d'une formation que je suis en train de faire aussi en ligne sur la prise de conscience des saisons d'une femme, de ces 4 saisons. Je trouve ça assez joli. Et notamment de l'influence aussi de ces cycles. Aujourd'hui, il y a très peu d'environnement. On prend en compte ces cycles au travail. C'est quelque chose qui n'est même pas évoqué où il n'y a aucune compassion pour ce genre de choses. Du coup, je voulais que tu nous parles un peu plus de voilà, l'influence de l'hypersensibilité aussi sur les cycles menstruels pour commencer. Alors, je vais les regrouper pour ça. Tu as en fait deux choses qui vont intervenir sur les cycles menstruels pour les hypersensibles. Tu as le dérèglement du système nerveux autonome et tu as un dérèglement du coup des hormones et des neurotransmetteurs. Mhm. Et c'est les deux qui vont avoir une influence, qui peuvent avoir une influence à certains moments si le stress est trop élevé sur des cycles qui peuvent sauter ou être irréguliers à certains moments. Donc en fait, le système nerveux autonome, c'est ce qui nous régule tous les jours pour savoir si on est en situation de sécurité ou si on est en situation d'alerte. Donc en sécurité, on est ce qu'on appelle en parasympathique et quand on est en alerte, on est en système sympathique. Ça se fait malgré nous. Tu commandes pas à ton cœur de battre. Alors oui, tu peux à un moment bloquer ta respiration, mais tu penses pas à tout moment j'inspire, j'expire. Tu commandes Non, pas c'est tes... automatique. Voilà, tu dis pas je commande mon cycle, je commande mes intestins. Ça se fait de manière parfaitement autonome. Mais quand tu es au repos et que tu es dans un environnement de sécurité, tout cela fonctionne très bien et ça roule. Mais quand tu es face à une alerte, à ce moment-là, ton corps va immédiatement se placer en sympathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un afflux de sang à ton cœur. Tes bronches vont se dilater, afflux du sang à tes muscles et tes pupilles vont se dilater. Je vais te dire un exemple. Tu es sur le bord de la route, tu veux traverser, il n'y a personne tu traverses, tu regardes un peu ton téléphone, mais tu ne vois pas qu'il y a une moto qui arrive très vite. Et donc, du coup, elle te klaxonne. Et là, tu as un quart, un dixième de seconde pour savoir s'il faut que tu cours en avant, que tu t'arrêtes. Voilà. Et donc, à ce moment-là, toute l'énergie de ton corps va te dire, il y a un danger, il faut vite courir ou reculer sur le passage piéton. Et puis, une fois que tu arrives sur le passage piéton, que la moto est passée, tout se remet bien. Mais pendant ce temps-là, en fait, le sang n'est plus allé à ton appareil génital ni à tes intestins. En tout cas, beaucoup moins. Ça va causer donc des troubles déjà. Quand donc, tu l'auras aussi compris incidemment, ça vaut pour un danger réel, mais ça vaut aussi pour un stress cognitif que tu t'es imaginé, une pensée en boucle, un souci. Et on est très fort pour remettre ce que j'appelle repasser le film, essayer de remettre le dentifrice dans le film, Ruminer. ruminer, repenser ou anticiper ou cogiter. Et le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité. Et si tu as une pensée anxiogène, pour ton cerveau, c'est une alerte. Donc, l'hypersensible, toute la journée, il va passer plus de temps dans sa journée à être dans le système sympathique que dans le système parasympathique. Donc, il va moins irriguer son système digestif et son appareil génital. Il va surproduire de l'adrénaline, de la noradrénaline
et du cortisol. Et en faisant ça, il va épuiser ses glandes surrénales et donc derrière, tu peux avoir des conséquences hormonales euh, qui arrivent et qui rejoignent également les cycles menstruels, surtout avec le lien microbiote thyroïde. Mhm. Et donc, si tu n'as pas la bonne alimentation, tu es trop stressé, ton système digestif n'est pas assez irrigué et que tu es en dysbiose, tu peux avoir un lien direct, pas pour tout le monde, mais avec la thyroïde et du coup avoir des conséquences sur tes cycles. Ou Ouais. tes cycles, ou les 4 saisons en fonction de ton âge, de ce Oui, dont bien sûr, il y a la tu as. ménopause aussi, après, etc. Il y a plein de facteurs. Voilà, qui Euh, peuvent se vivre différemment. Tout ça, évidemment, à individualiser en fonction de la personne, en fonction de ce qu'on appelle en naturopathie la constitution et le terrain, également de ton environnement de vie, le niveau de stress auquel tu es soumis, ton alimentation. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Super. Et on parle beaucoup aussi de l'influence de la nature sur nos cycles et notamment de la lune, des changements d'heure, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut observer? Alors, il n'y a pas d'études empiriques, mais moi, quand je pose la question aux hypersensibles autour de moi, pas tous, mais beaucoup me disent, ah là là, mais je suis hypersensible au cycle de la Lune. Mais je ne connais pas d'études sur le sujet, mais quand je pose la question, moi, je sais que je le suis, très sensible notamment au cycle de la pleine Lune. Mais après, moi, dans mon signe astral, je suis très liée, très impactée avec la Lune dans mon cycle, euh, les signes, le signe solaire. Donc, du coup, je sais que moi, je suis très impactée. Voilà. Mais derrière ça, je peux juste quand je pose la question à ma communauté, on me répond oui, dans la majorité des cas. D'accord, très intéressant. Alors, une autre question aussi en termes de déséquilibre, là, on a parlé des équilibres hormonaux, etc., des cycles. Moi, j'étais intéressée aussi par l'équilibre acido-basique. C'est quelque chose aussi qui me pose problème aussi, donc je suis d'autant plus intéressée. Comment on peut reconnaître un déséquilibre à ce niveau-là et est-ce qu'il y a quelques pistes justement à aller explorer au niveau du quotidien de son alimentation? Oui, alors pour savoir l'équilibre acido-basique, en fait, dans ton organisme, tous les jours, tu vas manger, tu vas respirer. Je dirais, la vie de ton métabolisme va générer des acides. Ces acides, il est important de pouvoir les éliminer. Tu as différents types d'acides. Tu as des acides, on va dire, plus volatiles, liquides, un peu plus solides. Et donc, tu vas pouvoir les sortir en respirant pour les acides volatiles, par la peau avec la transpiration, et puis dans tes selles et dans tes urines. Donc, il va être important d'avoir cette fonction d'élimination des acides et puis de tamponner l'acidité avec un mode de vie et une alimentation basifiante. Donc, comme on sait qu'on est en déséquilibre acido-basique, si on a de la fatigue chronique, si on dort mal, si on a des troubles digestifs, si on a de la palpitation cardiaque, Mhm. si on peut avoir des fourmillements aux extrémités. Donc voilà, si tu as des cheveux et des ongles un peu secs et cassants, si tu as également des problèmes dentaires à répétition ou des problèmes articulaires. Mhm. Donc tout ça, ça va être en fait en fait, pour tamponner l'acidité, si tu as beaucoup d'acidité, c'est-à-dire si tu as une alimentation où il y a beaucoup de produits transformés, où il y a beaucoup de viande, où il y a beaucoup de produits laitiers, où il y a beaucoup de sucre. Et si tu as beaucoup de stress, là, tu vas être ce qu'on appelle en acidose. Pour tamponner cette acidose, si derrière, tu n'as pas une alimentation basifiante, si tu ne bois pas assez, si tu ne te relaxes pas, si tu n'élimines pas tous ces acides, l'organisme est ainsi fait. En fait, lui, son job, c'est de te maintenir en équilibre. Il y a un Mhm. pH dans le Mhm. corps, son job, c'est de te maintenir. Et si tu penches trop d'un côté, lui, il doit te remettre à 7,42, le pH neutre, enfin, Mhm. en Mhm. moyenne. Donc, mais pour ça, il va avoir besoin d'éléments basifiants. Et si tu ne les apportes pas dans ton alimentation, il va aller chercher dans les ressources qu'il a sous la main. Les ressources qu'il a sous la main, c'est les minéraux qui sont dans ton corps et qui sont
dans tes os, dans tes dents, dans tes cheveux, dans tes ongles. D'accord. Donc, il va aller manger ces minéraux-là pour compenser. Ça va un temps. Donc, tu ne vas pas forcément ressentir ton déséquilibre acido-basique tout de suite. Ça dépend de ton mode de vie. Moi, par exemple, mon déséquilibre acido-basique, il s'est manifesté à l'âge de 7 ans, Hmm. très tôt. Hmm. Très tôt, j'ai été carencée en minéraux. Hmm. Donc, j'avais d'énormes vertiges. Je voyais absolument toute la classe qui tournait et je m'accrochais à mon pupitre. Et donc, à 7 ans, à l'époque, le médecin généraliste a dit bah, les carencées en magnésium, il faudra à vie qu'elles soient supplémentées en magnésium. Et puis, quand je me supplémentais pas en magnésium, j'avais des gros troubles. J'avais vraiment il m'est arrivé dans ma scolarité vraiment des Alors, c'est mon cas, hein. vraiment, Je suis obligée d'être supplémentée aussi en magnésium. Sinon, j'ai des palpitations cardiaques qui m'ont fait très peur à un moment donné. Et justement, bah, j'ai un gynéco qui me suit qui m'avait dit, mais non, mais rappelez-vous, Madame Larive, à chaque fois, on est toujours au même endroit chaque année. Vous vous rappelez pas, votre cerveau a décidé de ne pas se rappeler, mais il faut vous supplémenter en magnésium, sinon ça va revenir. Euh, donc, c'est très intéressant parce qu'on n'imagine pas que ça puisse être lié à ça. Non, les études disent alors qu'il y a 80% quand même des Français qui sont carencés en magnésium. Waouh, Il n'y a pas c'est que les énorme. hypersensibles, tu vois, cette histoire, c'est Hmm. aussi si tu manges mal, tu as aussi des gens qui sont soumis à du stress. L'équilibre acido-basique, pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire et la base, la première pierre à poser, la première chose sur laquelle tu dois D'accord, tu dirais que penser. c'est ouais, la première pierre. Mhm. C'est ce que tu regardes beaucoup en premier. Oui, Hmm. Très bien, super. avec une alimentation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus riche en fibres, en légumes, en produits frais. C'est assez proche du régime méditerranéen, ancestral, hein, quand tu Hmm. manges peu de viande, du poisson, des bons oméga 3, beaucoup de légumes, que tu fais de l'activité physique, que tu as un lien social. Mhm. Alors après, tu as plein de choses hein, pour retrouver ton équilibre acido-basique. C'est aussi, tu peux en plus du magnésium, c'est prendre des plantes, soit sous forme de tisane, soit sous forme de ce qu'on appelle un extrait de plantes fraîches, c'est des petites gouttes. Donc tu peux prendre de l'ortie, du romarin, de la prêle, tout ça c'est reminéralisant. Ça va t'aider à fixer les minéraux que tu vas reprendre. Que ce soit du magnésium ou que tu reprennes du calcium ou un autre type d'oligo-éléments et d'autres minéraux, ça va être aussi important de pouvoir les garder et de se reminéraliser. Donc, tu as aussi des plantes qui viennent en renfort et puis baisser le stress. Bien sûr, et on parlait aussi de choses qui n'aidaient pas à fixer. Est-ce que c'est vrai que le café, tout ce qui est caféine, théine, ça n'aide pas en plus à fixer ces minéraux, donc c'est à éviter. Et en plus, c'est pas très basifiant du tout. Non, c'est très acidifiant le café et en effet, tu as raison, ça chélate les minéraux. Et on parle aussi beaucoup de prendre un jus de citron le matin. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est acidifiant, d'autres non. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du jus de Alors citron? en fait, contrairement à ce qu'on pense, ça a un goût acide, mais c'est pas acidifiant. Oui, tout à fait. En revanche, ça n'est pas adapté à toutes les constitutions. En D'accord. naturopathie, tu as deux grandes familles, tu as les sanguinopléthoriques et les neuroarthrétiques. Le Mhm. sanguinopléthorique, il va être un visage ovale, il va être jovial, il va aimer la bonne chair, il va être un peu plus résistant au stress. Le neuroarthrétique, il a des traits plus anguleux, il est plus osseux, ça n'a rien à voir avec le poids, hein. Mhm. Il peut avoir un visage plus anguleux, des mains, des os. Il est ce qu'on appelle rétracté. Et il va être nerveux et bilieux. Mhm. Et lui, pour le neuroarthrétique, le citron le matin, c'est pas du tout recommandé pour lui. D'accord. Vraiment, si tu es neuroarthrétique, tu peux avoir, si tu es pardon, sanguinopléthorique, il faut faire attention à ton équilibre acido-basique. Mais si tu es neuroarthrétique, puissance 10,
parce que tu es un méga candidat à la déminéralisation, donc tu vas un peu moins supporter le citron. Une autre question, moi j'ai aussi changé de régime alimentaire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement aussi des choses dans mon alimentation qui pouvaient agresser aussi mon microbiote. Et notamment, je me suis rendu compte que voilà, il y avait des ballonnements parfois, etc. Et j'ai arrêté pour faire un test. Je ne sais pas si tu recommandes aussi ces tests pendant un mois, le gluten et le lactose. Et je me suis rendu compte que quand j'avais plus ça dans mon alimentation, effectivement, j'avais un ventre plus plat, c'était plus facile à digérer, j'étais moins fatiguée à la digestion. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au rôle de ça dans l'alimentation? Qu'est-ce que tu en penses toi, en tant que naturopathe? Est-ce que tout le monde peut avoir un niveau d'intolérance même minime à ce genre de choses maintenant? Il paraît que dans une baguette de pain par rapport à il y a 50 ans, il y a beaucoup plus de gluten, que tout change. Je sais aussi que dans l'alimentation paléo, il n'y a pas forcément de légumineuses et on me dit, mais attends, les légumineuses, quand on est vegan en plus, c'est super, c'est ce qui est aussi une alternative à la viande. Donc, si on arrête la viande et les légumineuses, mais qu'est-ce qu'on mange? Voilà, le genre de questions que j'ai aussi assez souvent. Oui, tu as tout à fait une évolution, notamment tout ce qui concerne le blé. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, pour produire massivement et utiliser tous les surstocks de pesticides américains, on a trafiqué en fait l'ADN du blé pour en produire davantage et c'est devenu un blé qui est devenu hybride, qu'on a ultra raffiné. Et pour produire beaucoup plus, pour nourrir après la Seconde Guerre mondiale. On a donc commencé à beaucoup transformer les aliments et les cultures. Et on est rentré dans ce qu'on appelle un cycle de production d'alimentation ultra transformée, industrielle. Dans donc, ces aliments-là, il y a un processus industriel qui veut qu'il y ait un rapport de coût. Donc, tu as un certain type d'aliments qui, pour que ce soit rentable pour l'industrie agroalimentaire, eh bien, on va prendre un aliment de base, pas forcément très nutritif, mais on va rajouter des additifs, du sucre, du mauvais gras et du gluten. Pourquoi? Parce que le gluten, notamment, il a une propriété gonflante. Donc, il va te permettre à tes aliments de les vendre au poids plus, mais avec moins d'aliments nutritifs à la base. Donc, Rassasiant, mais pas nutritif. Exactement. Et donc, du coup, tu vas retrouver du gluten, certes dans le pain de mie, dans la brioche, mais aussi dans le ketchup, dans la moutarde, dans le jambon, dans des aliments où tu ne penserais pas du tout en trouver, donc tu vas en manger beaucoup. Tu couples à ça une alimentation donc, qui est devenue surtout riche en pesticides, en insecticides, de la viande pour les personnes qui mangent de la viande qui grandit avec des antibiotiques. Donc, tu vas retrouver tout ça dans ton assiette. Donc, tu vas être carencé et tu vas avoir une surcharge et de sucre et d'additifs et de gluten. La problématique, en fait, du gluten, je vais faire simple, c'est qu'elle contient des éléments qui vont nourrir des protéines, notamment la zonuline, dans les intestins, qui vont justement ouvrir ces fameuses jonctions de la paroi intestinale dont on parlait tout à l'heure. Et donc, sans être intolérant, sans être allergique au gluten, avec les années, de par ce gluten que tu retrouves partout, tu peux développer une hypersensibilité au gluten. Et en effet, retirer le gluten, ça aide beaucoup. Donc, si tu n'as pas cette sensibilité, je dirais, l'arrête pas complètement, mais réduis-le. Parce que pour la paroi intestinale, le gluten, c'est vraiment délétère, même si on n'est pas intolérant ou si on n'est pas allergique au gluten. Tu as ça. Et puis aussi, tu as tous les pesticides et tu as tous les insecticides quand tu manges, même quand tu essayes de manger bio, tu n'essaies jamais à 100% bio. Bien sûr, bien sûr. Mais alors encore plus si tu ne manges pas bio et si tu manges que des produits industriels, là aussi, c'est délétère pour ton microbiote. Donc, tu parlais des légumineuses, gluten, produits laitiers, légumineuses, tout ça, ça va rentrer dans des catégories d'aliments qu'on appelle des FODMAPs,
FODMAPs, en fait, c'est un acronyme, FODMAP, qui désigne un certain type de sucre, des familles de sucres. Alors, tu me diras, le gluten, c'est pas un sucre, c'est pas un glucide, c'est une protéine, mais ça rentre dans les FODMAPs et ça va avoir, c'est des glucides peu digestes. Et en tant qu'hypersensible, tu as beaucoup d'hypersensibles qui sont hypersensibles aux FODMAPs. Donc, en effet, il faut faire des cures d'éviction de certaines catégories d'aliments. Si tu veux, si tu es végétarien ou végétalien, évidemment, tu te dis, oh là là, mais les légumineuses, je fais comment? Donc, tu peux isoler déjà, voir si tu les digères bien, si tu ne les digères pas bien, lesquels. Et puis après, tu as des modes de trempage pour retirer les antinutriments. Absolument. Tu as des modes de cuisson particulières qui vont permettre qu'ils soient plus digestes. Mais donc, en effet, tu as différentes problématiques dans l'alimentation. Tu as l'alimentation moderne hyper industrialisée, hyper riche en sucre, et donc tu vas retrouver du sucre dans des aliments salés, dans des plats salés. Tu as des sucres cachés, une baguette blanche, c'est comme si tu mangeais des carreaux de sucre. Moi, quand j'ai en consultation des gens qui me disent je ne mange pas de sucre, mais je vais manger un morceau de pain blanc, une bonne baguette avec mon fromage, c'est comme si tu mangeais des carreaux de sucre avec ton fromage. Donc, tu as le sucre caché. Tu as un appauvrissement quand même des sols, puisque cette agriculture intensive, il n'y a plus de rotation. Donc, du coup, il y a un appauvrissement des sols et des minéraux. Tu as également, si tu ajoutes là-dessus beaucoup de gluten et une sensibilité aux FODMAPs, c'est important d'aller étudier, d'aller regarder quel type d'alimentation te convient le mieux. Moi, j'ai établi dans mon programme un certain type d'alimentation qui convient le mieux aux hypersensibles, à la fois pour réguler le microbiote, traiter de l'addiction au sucre et nourrir les bons neurotransmetteurs. Et je propose aussi des cures, justement, pour les FODMAPs, parce que c'est un sujet assez sensible pour les hypersensibles. Absolument. Et pour rassurer aussi certaines personnes, comme on est hypersensible, on est hypersensible aussi au fait de ne pas manger des fois certains aliments. Donc moi, j'ai décidé aussi pour mieux le vivre de faire un peu un 80-20 ou un 90-10 et de ne pas me priver totalement. Déjà, ça réduit quand même beaucoup toute forme d'irritation. Quand je vois que c'est trop, j'arrête totalement. Mais je ne voulais pas non plus complètement ne plus être sociable et pouvoir aller manger chez quelqu'un et craquer quand j'en ai envie. Et moi, ça a été mon système. Ça se fait beaucoup dans le régime paléo. Donc, à chacun de voir en fait ce qui lui convient. Et ça peut être vraiment très différent. Il faut aussi faire attention à cette sensibilité de se priver. Qui peut être très dur. Et moi, j'ai réussi à gérer ça comme ça et ça va plutôt bien. Donc, merci pour ces conseils. Et puis, il faut le dire aussi, quand on est au potentiel et qu'on a cette hypersensibilité, que tout ce qu'on met dans notre corps influence notre cerveau. Le type de sucre influence le cerveau, fonctionne principalement avec du sucre, avec des glucides. C'est comme ça qu'il s'entretient, etc., etc. Et que tout est lié. Il a absolument besoin des bons gras qui ne sont pas fabriqués. Aussi, oui, et si tu vas prendre trop de beurre, trop de produits industriels ou de la margarine, des graisses saturées, et que tu n'as pas assez ton ratio en oméga 3 et en oméga 6, et surtout en oméga 3, pour le cerveau, c'est aussi catastrophique. Et en tant qu'hypersensible, on a absolument besoin de nourrir notre cerveau avec un bon apport d'oméga 3. Absolument. Donc, c'est aussi important de le rappeler, c'est oui, aller traiter votre rumination chez les coachs ou l'hypnothérapeute, mais aussi intéressez-vous à votre corps, écoutez-vous, observez s'il y a des choses qui ne vont pas aussi à ce niveau-là, hein, même des ballonnements, etc. C'est un signe, comme tu dis, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, on a tendance à cacher sous un mouchoir pas mal de choses. Et le stress, évidemment, le stress tourne de plein de choses et plein de maladies. Il faut le rappeler. Alors, aujourd'hui, Bénédicte, je suis hypersensible au potentiel. Je me pose des questions sur ça. Principalement, j'ai envie de revoir mon alimentation, j'ai envie de faire un bilan. Quelle est la démarche que je peux entamer dès aujourd'hui et par exemple avec toi? Moi, je propose deux formules. Je propose une formule avec un programme en ligne que tu suis à ton rythme, avec des vidéos, des exercices, des fiches pratiques, des recettes, les plantes, les cures détox, et comment te réconcilier avec aussi ton hypersensibilité. Et tu le fais à ton rythme en ligne. Ou tu souhaites avoir un accompagnement, tu te dis oui, mais moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'encourage et qui m'écoute. À ce moment-là, je propose un coaching qui est un coaching de groupe
avec à la fois des séances individuelles et des séances Mhm. collectives. Donc là, j'ai le groupe de cet été qui est lancé et quand il va se terminer à la rentrée, ben, j'ouvrirai un nouveau groupe. On peut déjà d'ores et déjà s'inscrire pour le groupe de cet automne. Donc ça dure entre 2 et 3 mois avec à la fois des exercices à faire seuls et des rendez-vous et un suivi avec un télégramme ou, entre les séances. D'accord. Et pour finir sur un joli mot de la fin, j'aime toujours demander ça à mes invités. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes hypersensibles? Selon une certaine étude, 50% d'entre elles aujourd'hui souffriraient de leur hypersensibilité, donc le vivent pas bien. Bon, c'est rassurant, c'est que si on regarde les choses, le verre à moitié plein, 50% vont très bien, justement parce qu'il n'y a peut-être pas tous ces symptômes. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire de manière positive? Déjà que ce n'est pas une fatalité et que ce n'est pas de leur Mhm. faute. Être hypersensible, ça n'est pas une faute. Au contraire, il y a des qualités merveilleuses, mais qui sont cachées derrière les troubles. Donc, traitez vos troubles, soyez gentil avec vous-même. L'amour de soi et l'acceptation et ce chemin d'accepter son hypersensibilité, de savoir qui on est en tant qu'hypersensible, quels sont nos besoins propres, nos limites, revisiter notre histoire, faire la paix avec soi-même, aller s'explorer et puis apprendre à se faire du bien. À partir du moment où on trouve le mode d'alimentation qui nous convient, avec les différents réglages et propositions que je formule, ben, à partir du moment où tu vas mieux, ton esprit va mieux et tout s'enclenche. Donc, on y va à son rythme, on ne peut pas changer du jour au lendemain, ça c'est pas possible, mais il y a vraiment un chemin à faire pour se réconcilier et s'équilibrer et s'harmoniser pour vivre en fait beaucoup plus de manière sereine et pleinement les bons aspects de son hypersensibilité. Ils sont nombreux, ils sont essentiels. S'aligner, être heureux dans sa vie, pas être se cacher derrière un faux self, s'affirmer de manière équilibrée en faisant de la place à soi et à l'autre, c'est possible. C'est un chemin que moi, par exemple, j'ai fait, que toi, tu as fait aussi. On en est, j'espère, de bonnes ambassadrices pour vous donner envie de vous harmoniser, vous aussi. Et ce que je dis souvent, c'est rejoignez-nous pour passer de l'autre côté de la force, pour quitter le côté obscur. L'hypersensibilité est un super pouvoir, venez. Oui, pour moi, je trouve que Star Wars, c'est que de la symbolique, enfin, comme je vois beaucoup de symbolique d'hypersensibilité et j'ai envie de leur dire, mais lâchez le côté obscur de la force et venez avec nous. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter, évidemment, de manière générale, tout ce que fait Bénédicte. Moi, je suis une fan absolue. Donc, je vous encourage à aller la rejoindre sur @fais-moi croquer aussi sur Instagram. Elle est super active. Elle fait plein de stories qui donnent envie, positives pour l'été, avec plein de recettes, plein de choses super génial. Donc, allez la soutenir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir de se parler pour vous répondre avec une réponse commune. Et puis, on vous encourage à poser plein de questions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview d'experts et ciao Bénédicte. Au revoir Sandrine, merci beaucoup. Bye. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!